il est 12 heures. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Justine Pelmel, je travaille pour Énergie Partagée et on est ravis avec Enercop, Terre de Liens et Solargro de vous inviter à ce premier webinaire qui porte sur le photovoltaïque au sol. Donc, on a 140 inscrits. Là, on est à 50 participants. On est ensemble pendant 1 heure. Je vais vous faire une brève introduction, comme ça va permettre aux retardataires d'arriver. On a 1 heure avec 3 intervenants qui vont pouvoir pas mal. Pardon, attendez, vous ne pouvez pas. Désolée, qui ont beaucoup de choses à dire, mais j'imagine que vous allez avoir aussi pas mal de questions. Donc, ce qu'on vous propose, c'est 30 minutes d'intervention et ensuite 30 minutes d'échange avec vous. Vous avez donc le petit onglet Converser où vous pouvez poser vos questions. Le principe, c'est que moi, je vais récupérer vos questions au fur et à mesure et on pourra répondre à vos questions dans la deuxième partie de ce webinaire. Donc, je vais partager mon écran et on va pouvoir commencer la présentation. Voilà, donc ce webinaire est organisé par Enercop, Terre de Liens et Énergie Partagée avec Solagro parce que c'est le produit d'un travail en collectif avec 3 acteurs de la transition, donc sur les terres agricoles pour Terre de Liens, sur les énergies renouvelables et la fourniture d'énergie pour Enercop et Énergie Partagée. Il était important pour nous qu'on puisse se réunir pour travailler ensemble à donner des clés de réponse à nos publics, je dirais, citoyens, collectivités, paysans, sur comment concilier transition agricole, transition alimentaire et énergétique. Et pour ce faire, pour nous, c'était important de pouvoir travailler aussi avec 2 structures expertes en la matière, donc Solagro et Negawatt. C'est la raison pour laquelle on a donc travaillé sur une série de questions que les paysans notamment se posent quand on doit concilier agriculture et renouvelables sur l'ensemble des filières renouvelables. On a travaillé sur 8 fiches sur donc le bois énergie, la méthanisation, l'hydroélectricité, le PV au sol et l'éolien. Et aujourd'hui, on souhaite vous présenter le résultat du travail sur le photovoltaïque au sol à travers une fiche que vous allez pouvoir retrouver et lire sur Décrypter l'énergie, donc le site qui est animé par l'association Negawatt. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vais passer la parole à donc Isabelle et Jean-Luc de Solagro pour commencer leur première présentation sur l'état des lieux de la production solaire photovoltaïque. Oui, merci Justine, merci Terre de Liens, Enercop et Énergie Partagée d'organiser ce webinaire. Comme tu l'as dit Justine, c'est le fruit d'un travail qu'on a mené quand même depuis plus d'1 an pour collecter des données, essayer de construire un positionnement sur cette question qui est un petit peu compliquée. Vous allez voir, hein, on avance quand même sur un terrain où on a des informations, mais tout doit être encore un petit peu affiné. Donc la question qu'on s'est posée, c'est les parcs photovoltaïques au sol consomment-ils des terres agricoles? Donc pour répondre à cette question, on a prévu une intervention en 3 parties. Je vais faire une petite introduction sur le photovoltaïque aujourd'hui et quelles sont un peu les dynamiques, qu'est-ce qu'on entend par consommation des terres agricoles, les phénomènes d'artificialisation des terres, puisqu'on Solagro, on a développé une expertise sur ces questions.
Et puis, on a aussi développé une expertise dans le domaine du photovoltaïque sur la qualification, sur la compatibilité avec le développement des parcs avec l'agriculture agricole. Donc, c'est aussi à ce titre qu'on intervient. Il y aura une deuxième partie avec Vincent Baggioni d'énergie partagée, qui est animateur local énergie partagée en PACA, et qui lui va nous faire un peu un retour de terrain et puis peut-être aussi le retour du géographe, de l'urbaniste. Je pense que c'est Vincent, tu me dis si je me trompe sur tes compétences. En fait, Et moi, c'est parce que j'ai fait une thèse en fait sur la territorialisation des parcs photovoltaïques au sol en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc il y a aussi voilà, cette expertise-là. ok. Et puis Jean-Luc Bochu à Solagro qui est notre expert un peu sur les nouvelles formes de mobilisation de l'énergie solaire photovoltaïque. On va dire sur la grille photovoltaïque, et puis un champ encore plus nouveau et qui interroge aussi encore sur son intégration dans le système agricole, c'est tout ce qui concerne les serres. Voilà, donc le photovoltaïque aujourd'hui, par rapport à la production d'électricité, c'est quand même pas beaucoup, c'est 1,9% de la production électrique française. Donc, c'est quand même une énergie qui est très minime, qui représente peu de choses dans notre mix énergétique. Vous savez que c'est largement dominé par le nucléaire. Et puis, nous avons l'hydraulique, qui a quand même presque 12,4%. Ça, c'était les données 2018. Et puis, l'éolien. Voilà. Donc, je pense que si vous participez à ce séminaire, c'est que vous avez tous vu au moins en photo ou pour de vrai à quoi ressemblait un parc photovoltaïque au sol. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont quand même des enceintes qui sont clôturées, qui sont protégées, qui sont surveillées pour pas qu'il y ait de dégradation. Ça demande quand même qu'il y ait la mise en place des cheminements d'accès de voirie pour la construction, pour la maintenance. Il y a aussi des postes proprement dit pour la transformation et la distribution de l'électricité. Il y a un point de raccordement avec le réseau de transport et ou de distribution de l'électricité. Puis, c'est obligatoire, de quoi faire partir des départs de feu s'il y en a. Et puis, de plus en plus, il y a des préconisations pour mettre en œuvre des aménagements paysagers pour favoriser l'intégration des parcs dans leur environnement. Donc, un parc solaire au sol, en gros, on a des parcs de toutes les tailles. On a des petits parcs de quelques mètres carrés jusqu'à 100 hectares. La moyenne des parcs aujourd'hui, c'est 10 hectares. Mais ce n'est pas 10 hectares c'est pas 10 hectares de couverture solaire. Sur ces 10 hectares, il y en a 2/3 qui sont couverts par des capteurs. Donc, les capteurs proprement dit, qui sont le plus souvent des capteurs fixes, ça ressemble à des toits, des tables, on va vous en montrer en photo, ou qui ressemblent à des trackers mobiles. Bon, ce sont des systèmes qui coûtent beaucoup, beaucoup plus cher, mais qui permettent de suivre la course du soleil et donc d'augmenter la productivité. Aujourd'hui, voilà, deux petites photos pour vous montrer des parcs. Donc ça, c'est des capteurs plans, des capteurs dans l'environnement tels qu'on peut les voir aujourd'hui. Ça, c'est des petits moutons qui se sont mis à l'ombre parce qu'il fait bien chaud. On en reparlera tout à l'heure. Voilà. Donc, revenons à nos moutons et revenons à notre question. Est-ce que les parcs photovoltaïques au sol consomment-ils des terres agricoles? Alors, la question est compliquée parce qu'en matière de consommation des terres agricoles, les terres agricoles sont consommées
ou disparaissent selon plusieurs logiques. Il y a plusieurs vocables qui sont utilisés de manière assez indifférenciée et indistincte quand on parle un petit peu rapidement. On peut dire qu'une terre agricole, elle est soit imperméabilisée, c'est du goudron, c'est de la route, et là, effectivement, c'est vraiment de l'artificialisation forte. Et puis, il y a aussi des terres qu'on dit artificialisées, mais nous, à Solagro, on a fait un travail pour aller un petit peu plus loin au-delà de ce terme au sens strict de l'artificialisation des terres. On a essayé d'élargir et de parler plutôt de soustraction des terres à l'agriculture, parce qu'effectivement, il y a l'urbanisation qui est un phénomène majeur d'artificialisation des terres. Hein. C'est la métropolisation, c'est les villes qui s'agrandissent, c'est le mitage dans les campagnes. Tout ça, ça consomme effectivement des terres et ça crée aussi des parcs, des jardins. Donc tout ça, ça rentre dans ces grands espaces de terre que l'on dit artificialisés même, voilà. Et puis il y a un autre phénomène qui est aussi très important, qui est finalement l'abandon des terres agricoles dans les vallées, dans les montagnes, dans les piémonts. Il y a beaucoup de terres qui sont soustraites à l'agriculture parce qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs dans les zones les plus difficiles à exploiter. Et ces terres s'enfrichent, elles retournent peu à peu à la forêt. Donc à Solagro, on a essayé de faire un peu un suivi dans le temps long sur un petit peu moins de des 2 dernières décennies pour voir comment a évolué tout ça. Et donc vous avez un graphique qui vous montre donc en gros la perte de surface. Donc en bas en vert clair, c'est la perte de surface agricole dans la durée. Et puis en haut, c'est en rouge, c'est tous les ans les surfaces qui sont artificialisées et la reconquête et les surfaces qui se boisent. Donc tout ça montre quand même, voilà, c'est juste un graphique pour montrer qu'il y a quand même en tendance un ralentissement net des pertes de surface agricole depuis, on va dire, les années 90 à aujourd'hui. Alors, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, tout ça est un peu plus expliqué sur la fiche. On va essayer de vous donner maintenant quelques ordres de grandeur sur ces grands mouvements de consommation des terres agricoles par l'urbanisation et par la forêt, et de mettre ça en perspective avec les surfaces qui sont aujourd'hui, à ce jour, consommées par les parcs photovoltaïques au sol. Donc, on vous a montré quand même une carte qui rappelle des évidences, mais qui montre bien quand même que la consommation des terres agricoles, c'est quand même lié avec l'urbanisation et la métropolisation. Donc ça, c'est les points rouges. Ce phénomène, il est lié aussi, on consomme de plus en plus de terres agricoles, on a besoin de plus en plus d'espace, y compris dans les zones urbaines, parce qu'il y a quand même les phénomènes de décohabitation. C'est-à-dire avant, il y avait plus de 2 à 3 habitants par logement en moyenne, et maintenant on est vers 1,5, j'ai plus le chiffre en tête, mais en gros, il faut quand même construire 500 000 logements par an si on veut loger tout le monde aujourd'hui en France. Donc, il va falloir renouveler la ville sur elle-même si on ne veut pas trop artificialiser les terres, mais il y a quand même des routes à construire, il y a quand même des infrastructures de transport à créer, etc., etc. Donc, il y a des objectifs de réduction du rythme d'artificialisation des sols qui sont donnés à l'attention des collectivités, mais ce n'est pas sûr que l'on arrive strictement à ralentir, en tout cas à stopper l'artificialisation nette des sols aujourd'hui. Grosso modo, pour nous, Solagro, on a calculé, alors c'est quand même à des grosses mailles, hein, parce qu'on fait tourner ensemble des sources statistiques qui sont pas toujours très précises et puis de nature diverse, mais quand on met tout ça en synergie, nous, on estime qu'il y a à peu près en moyenne 30 000 hectares par an de terres qui sont soustraites à l'agriculture par la forêt.
Et on estime que la soustraction des terres à l'agriculture par les phénomènes d'urbanisation, quand on compte tout, les parcs, les jardins, les espaces verts et la forêt, non, pas la forêt par contre, ça fait 56 000 hectares. Oui, c'est bien, voilà. Et puis, il y a une nouvelle donnée aussi qui est portée aujourd'hui au débat pour affiner un peu les connaissances. Donc, c'est France Stratégie qui vient de sortir un autre travail, qui lui se base plutôt sur les déclarations des permis de construire. Donc, on arrive à une maille qui est quand même plus fine et qui dit, lui, qu'à peu près, il y aurait 20 000 hectares par an de terres qui seraient de perte d'espace naturel agricole ou forestier qui sont consommés tous les ans. Voilà, donc en gros, voilà les ordres de grandeur des grands mouvements d'usage des terres aujourd'hui, mais il faut se rappeler que c'est des données très hétérogènes, c'est des croisements de sources statistiques très différentes. Donc, c'est compliqué, on parle en ordre de grandeur, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un observatoire de l'artificialisation des terres qui a été créé récemment dans le cadre du plan national biodiversité. Et vous trouverez d'ailleurs les références sur la fiche. Et ça va être une de ces missions de qualifier un petit peu plus précisément tout ce que recouvrent ces données et quelles sont leurs dynamiques. Voilà, je passe la parole à Vincent. Oui, je peux commenter, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est la question de la localisation des parcs photovoltaïques au sol en France, donc 2017-2019. On voit un tout petit peu la dynamique sur 2 ans là. En fait, voilà, c'est forcément la question du soleil et de l'ensoleillement, elle est quand même déterminante pour la localisation de ce type d'implantation. On voit bien que le sud est beaucoup plus concerné finalement par ces aménagements que le nord, même si on voit finalement qu'aujourd'hui ça remonte vers le nord entre 2017 et 2019. On voit bien que aujourd'hui c'est des technologies qui sont de plus en plus en fait adaptées finalement à optimiser finalement le rayonnement pour pouvoir même se situer dans des zones plus au nord. Peut-être qu'on peut passer à la diapo suivante, Justine. Voilà. Alors pour aller dans la suite de ce que disait Isabelle sur la question de la définition des terres agricoles, voilà, aujourd'hui entre ce qui est utilisé par la réglementation, et notamment par les instructeurs de permis, et d'autre part la réalité des usages, on a voilà, un certain nombre de différences qui convient de juste faire un tout petit point très rapide. On a donc la définition de l'État en soi, qui est le principal instructeur de ces installations. Il faut savoir que une installation qui est sur toiture, l'instructeur, ça va être ou la communauté, ou la commune, ou l'intercommunalité si vous êtes, si les plus sont passés, la compétence est passée à un niveau intercommunal. Mais sur les parcs photovoltaïques au sol, c'est l'État en fait qui est l'instructeur parce qu'on est sur une installation dont la principale fonction est de produire de l'énergie. Dans ce cas-là, c'est l'État qui reste instructeur. Donc c'est lui qui s'occupe de savoir si on peut l'autoriser ou non. Et lui, l'État, aujourd'hui, suite à une circulaire qui a été rédigée le 18 décembre 2009, il interdit, normalement, ça interdit la mise en place de parcs photovoltaïques sur les zones agricoles. Donc c'est ça qu'il va regarder l'État. Il va regarder est-ce que c'est en zone agricole ou pas. Et ce zonage, il va être déterminé pour lui par rapport au document d'urbanisme, vous savez, qui définit les zones agricoles en zone A, les zones naturelles en zone N, et les zones urbaines en U, ou sinon les zones urbaines à urbaniser en AU. Donc c'est ça qui aujourd'hui détermine l'implantation des parcs solaires, c'est au regard de ce zonage-là. Mais à côté de ça, les usages agricoles, en fait, ils peuvent être sur d'autres endroits qui sortent finalement de cette réglementation qui est regardée par l'État. Notamment, aujourd'hui, tout ce qui est les espaces de parcours,
pour les moutons, hein, comme on a vu sur les photos tout à l'heure, et aussi la sylviculture est en grande partie sur des zones dites naturelles. Et de ce point de vue-là, alors que les agriculteurs peuvent penser que c'est des zones agricoles, pour l'État, c'est des zones naturelles. Et donc, quand un parc vient s'implanter là-dedans, l'État dit, bah non, là, on n'est plus dans les zones A, c'est les zones N. Et donc, bah, sur certaines modalités, il peut accorder, il peut des permis dans ces zones-là. C'est pour ça que finalement le décomptage après des zones qui sont concernées par les parcs photovoltaïques va être en partie faussé finalement par une approche différente entre des usages et la réglementation. Tu peux passer à la diapo suivante, Justine. Et donc, suite à ce flou hein, qu'on a aujourd'hui sur qu'est-ce qui est réellement consommé, en sachant que la qualification des terres est différente suivant les acteurs, il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, les préfets, qui sont les principaux donc instructeurs hein, de ces permis, de l'implantation de ces parcs, aujourd'hui, il y a un relativement bon encadrement, enfin il y a un encadrement relativement serré hein, de ces parcs qui sont soumis à études d'impact quand ils font plus de 250 kilowatts, donc c'est-à-dire un peu plus de 1500 mètres carrés, ce qui est la plupart des parcs photovoltaïques hein, au sol. En général, on a vu à la moyenne c'était 10 hectares. Voilà, ils sont tous soumis en général à études d'impact. Ils sont soumis à enquête publique. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et il faut qu'ils passent pour avoir un tarif d'électricité. Aujourd'hui, la plus grande partie, sont obligés de passer à un appel d'offres, donc de soumettre leur projet à la Commission de régulation de l'énergie qui va leur octroyer, suivant un certain nombre de critères, un tarif d'achat garanti d'électricité qui va permettre au parc de se réaliser. Donc pour dire, voilà, aujourd'hui, c'est relativement bien encadré, mais comme je disais tout à l'heure, ça c'est la règle. Mais après, dans la pratique, il se trouve que on a vu, hein, en grande partie, les terres agricoles sont aujourd'hui très bien protégées. On va dire, enfin, pour ce qui est celles qui sont réglementairement agricoles, elles sont très bien protégées. Mais on a des terres qui sont d'usage agricole, mais pas en termes réglementaires. Et de ce point de vue-là, voilà, le préfet, lui, pour le coup, va interpréter en fait la manière dont il peut accepter finalement que ces zones N, parce que dans ce cas-là, tous les parcs vont aller en grande partie sur les zones naturelles, et notamment ces surfaces de parcours aujourd'hui qui sont en grande partie délaissées. Et donc, suivant les départements, le préfet, qui a autorité en la matière, va interpréter et finalement mettre en place une politique publique d'acceptation ou de rejet de ces implantations en fonction, en grande partie notamment, de sa relation avec les élus locaux et la manière dont les élus locaux définissent finalement la politique publique d'accueil de ces installations-là. Et donc, vous voyez à la fin de cette diapo, on a, vous voyez, en fonction de différents départements, des dynamiques finalement d'implantation des parcs solaires qui ont été très différentes. Dans les Alpes de Haute-Provence, par exemple, on a eu une forte acceptation de ce type d'implantation parce que les élus locaux sont en demande de développement, qu'ils voyaient beaucoup de terres agricoles qui partaient en surface naturelle, enfin en espace naturel. Et donc ils disaient, ben, finalement, nous on a besoin de développement, vous voyez, ces terres agricoles elles sont abandonnées, faire du parc solaire, finalement, c'est une manière de trouver un compromis de développement localement. Dans les Bouches-du-Rhône, ça a été beaucoup moins le cas, et dans d'autres régions, notamment l'Occitanie ou en Grande Aquitaine, dans un premier temps, et ben on a fermé le robinet ou en tout cas les dynamiques d'implantation et voilà, ça n'a pas été le cas. Donc c'est pour vous dire que sur ces surfaces N, hein, il y a une possibilité d'interprétation qui fait qu'on a des développements hétérogènes finalement de ce type d'aménagement en fonction des départements. Et donc ce que je vous disais, par rapport à cette question-là de la protection hein, des terres agricoles, en fait, il faut regarder très rapidement l'histoire en fait de cette question-là. De 2006 à 2009, comme je vous ai dit, la circulaire, elle arrive le 18 décembre 2009. Jusqu'en 2009, en fait, le législateur ne sait pas comment encadrer les parcs solaires. Et on va avoir beaucoup de parcs qui vont s'implanter sur des terres agricoles parce que à ce moment-là, c'est des terres en fait qui sont très facilement colonisables, souvent plus proches des points de raccordement. Et on va avoir beaucoup de terres qui vont partir à ce moment-là, des vraies terres agricoles, enfin des vraies, celles qui réglementairement sont
considérée agricole. La circulaire est arrivée en 2009 et je vous ai dit de 2009 à 2012, pour le coup, on va avoir quelque chose qui va beaucoup aller sur les surfaces de parcours et sur ce qu'on appelle des bois chétifs finalement, des boisements à faible enjeu de biodiversité, enfin sur lesquels les préfets vont être beaucoup plus laxistes, on va dire. En 2014, hein, la fin d'obligation d'achat pour les puissances supérieures à 100 kW crête, donc 100 kW crête, c'est 700 mètres carrés, vont ramener tous les projets sur les appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie. Et la Commission de régulation de l'énergie, de manière explicite, interdit l'utilisation des terres agricoles, toujours celles qui sont en A, et ça va presque définitivement fermer cette opportunité-là. Juste un point de vigilance qu'on peut aujourd'hui noter, c'est qu'en 2018, on a ce qu'on appelle des PPA, en fait, qui sont des possibilités d'achat de gré à gré entre un fournisseur d'électricité et un constructeur en fait de parcs photovoltaïques au sol, qui fait que aujourd'hui, des constructeurs peuvent sortir des appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie et peuvent peut-être aujourd'hui reprendre des terres agricoles en A pour différentes manières, peuvent éventuellement trouver des autorisations pour le faire et directement vendre hors des appels d'offres. Donc c'est juste un point de vigilance pour dire que cette fin en fait de la colonisation des terres agricoles, elle est peut-être pas finie. Aujourd'hui, le marché, la dynamique du capitalisme, pour faire court, peut encore, elles sont pas totalement à l'abri et peut-être que demain on a des risques qui peuvent exister de ce côté-là pour les zones agricoles réglementaires. Donc ça, c'était pour les parcs photovoltaïques au sol. Pour ce qui est des serres photovoltaïques, et Jean-Luc nous en parlera peut-être plus précisément, on sort de ce régime préfectoral de l'instruction. Les serres sont considérées comme des bâtiments dont la vocation principale est agricole et non de production d'électricité. Dans ces cas-là, le permis de compétence communale. Le maire peut demander un avis à la CDPENAF, qui est une commission qui peut instruire ces projets-là, mais c'est facultatif. Et donc, de ce point de vue-là, quand on a des projets de serres agricoles qui sont arrivés sur le marché, qui sont arrivés un peu plus tard que les projets de parc, on a eu beaucoup de serres qui sont implantées sur des terres agricoles, pour le coup des terres agricoles d'un point de vue réglementaire, et qui ont eu des impacts, notamment en tout cas, en région Provence-Côte d'Azur, on a eu beaucoup de projets. Malheureusement, on a des terres agricoles qui ont été artificialisées avec ça, en sachant que, en fait, ces projets de serre étaient un peu des projets alibi, et derrière, en fait, il n'y avait rien qui poussait. Aujourd'hui, si les serres sont faites d'une certaine manière, on a très peu en fait de soleil qui va arriver sur la Terre et rien ne pourra pousser en dessous. Donc ça, c'est ce qui s'est passé dans un premier temps. Dans un deuxième temps, en fait, les services déconcentrés de l'État, toujours notamment les DDT, qui sont sous régie préfectorale, sont réappropriés ces objets-là, notamment pour ceux qui sont plus grands que 250 kW. Et au cas par cas, les DDT peuvent demander des études d'impact. Elles peuvent demander aussi des études d'impact quand on a des impacts en termes d'eau, en fait, en termes d'aléas, en fait, sur de ces terres qui sont souvent en zone inondable. Et quand on est sur des très grands projets, 50 MW, c'est quand même plus de 50 hectares, là aussi, on est obligé de demander une autorisation d'exploiter. Donc voilà, l'État peut aujourd'hui reprendre en partie la main sur les serres. Il n'est pas obligé, mais il peut surveiller davantage ces serres-là, ce qui n'a pas été le cas dans un premier temps. On a eu beaucoup de coups partis, on a eu quelques coups partis sur ces serres-là, sachant qu'aujourd'hui, on va le voir avec Jean-Luc, la question des serres est une question plus compliquée que simplement une vision d'artificialisation stricte. On peut avoir des cultures agricoles qui peuvent se faire en dessous à certaines conditions. Et donc, globalement, aujourd'hui, on retrouve ce compromis entre élus locaux et État dans la surveillance des terres agricoles qui seraient impactées par les serres, sachant que l'avantage est plutôt aux élus locaux dans l'instruction.
Je passe la main à Jean-Luc, je crois. Je vais reprendre la parole 2 secondes. Oui, Isabelle et Jean-Luc, il reste 5 minutes. On va aller très vite. On va aller très vite. Donc la question, c'est maintenant qu'on a fait un petit peu un tour sur les dynamiques d'artificialisation et de soustraction des terres à l'agriculture, quels sont les besoins d'espace pour le photovoltaïque au sol si on est d'accord avec la transition énergétique telle qu'elle est proposée par le gouvernement ou par Négawatt pour ceux qui sont des fervents défenseurs de ce scénario de sortie des énergies fossiles et des énergies fissiles. Donc, les objectifs de la programmation. Donc, je vais en rester aux objectifs gouvernementaux de la PPE, qui est une dérivée de la loi sur la transition énergétique. Donc, la PPE, c'est la programmation d'ici à 2018. En gros, grosso modo, schématiquement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il doit y avoir un triplement de la production solaire photovoltaïque. D'ici en 10 ans, si on veut respecter nos objectifs. Au jour d'aujourd'hui, il y aurait 10 000 hectares de parcs. Les petits travaux qu'on avait commencé à essayer de faire à Solagro disaient qu'il y avait fin 2016-2017, il y avait à peu près 500 hectares de terres agricoles qui étaient strictement consommées qui était strictement déployé sur des espaces agricoles. Bon, c'est très peu, c'est certainement sous-estimé et comme le dit Vincent, c'est du déclaratif auprès de la CRE et donc c'est quand même une donnée à prendre avec prudence. En tout état de cause, donc, il y aurait très très peu de terres agricoles et beaucoup d'espaces naturels, etc., comme vient de le dire Vincent. Donc, on devrait passer d'ici 2018 à 2028-2030 de 10 000 à rajouter 23 000 ou 30 000 hectares, donc passer à 40 000 hectares. Et puis, même dynamique sur les toitures. Donc, ça aussi, c'est quand même une grosse multiplication. Hein. Vous allez voir, on vous a mis quelques points de repère pour vous montrer qu'on doit aussi tripler la surface des toitures occupées par des centrales solaires. Donc, la question, c'est de savoir où va-t-on mettre les parcs au sol. C'est vrai que nous, on a développé une doctrine, vous allez la lire dans la fiche, hein, où on dit qu'il faut absolument en premier lieu privilégier les friches, les délaissés. Il y a quand même pas mal de friches industrielles dans le nord et dans l'est de la France. Malheureusement, il n'y a pas de péréquation des tarifs qui incite beaucoup à déployer ces centrales plutôt au nord. Donc, c'est quand même le sud qui est où il y a le plus d'appétit pour construire des centrales. Les terrains agricoles abandonnés, délaissés, est-ce que c'est quelque chose qui est acceptable ou pas? Étant entendu qu'il faut trouver un compromis entre se nourrir et avoir de l'énergie, c'est quand même 2 besoins essentiels de niveau que voilà, on peut les mettre quand même au même niveau. Hein. Est-ce qu'on les développe sur les landes ou est-ce que, comme va nous présenter Jean-Luc, il y a aussi des choses intéressantes à regarder du côté de ce qu'on appelle d'une chose encore plus proche sur l'agrivoltaïsme et sur les serres. Bon, je me suis dépêchée, Jean-Luc, je te passe la parole. Voilà, alors ça, c'est typiquement des. Donc là, il y a eu des parcs photovoltaïques qui ont été, pendant que Jean-Luc se prépare, vous avez une ancienne gravière, des remblais de TGV et un ancien parc automobile sur lesquels ont été développés des parcs solaires sans difficulté majeure au regard de nos appréciations. On va dire. Bien, bonjour à tous, donc Jean-Luc. Moi, je vais vous parler un peu plus de ces questions d'éco-activité, grosso modo, c'est-à-dire est-ce que quand on fait un parc PV ou quand on fait une centrale de production photovoltaïque, donc avec une dimension en général conséquente, est-ce que ça soustrait effectivement de l'activité agricole ou pas et laquelle, quoi. On parle beaucoup effectivement d'agrivoltaïsme ces temps-ci, avec pas mal de questions et de réflexions. Ce qu'il faut retenir, et j'irai là-dessus, c'est que sur cette définition de l'agrivoltaïsme,
Alors, il y a une définition officielle telle qu'elle est donnée dans les appels d'offres de la CRE, hein, dans une partie tout au moins des appels d'offres de la CRE, il y a un volet de démonstration, et dans un de ces volets, il y a la partie agrivoltaïsme. Ce qui ressort généralement de la définition de l'agrivoltaïsme, c'est que la production électrique est secondaire au regard de la production agricole qui est effectuée sur ce site, sachant qu'effectivement, l'objectif, si on va très loin, entre guillemets, ce qui se fait en recherche et développement aujourd'hui, hein, sur de l'agrivoltaïsme, on favorise effectivement en fait la production agricole au détriment forcément de la production d'électricité qui est donc moins optimisée, et on cherche à optimiser entre guillemets au maximum la production agricole, tout simplement sur des questions de lumière, hein, bien sûr, parce que l'agriculture reste sur la base de la photosynthèse, et sur la question surtout aussi de paramètres climatiques qui sont positivement ou négativement peuvent impacter la production agricole. On a tous, par exemple, eu cet été, peut-être vu, hein, des images circuler sur des raisins qui avaient pris un coup de soleil, à titre d'exemple, mais ça peut être aussi des effets soit de trop chaud, soit de trop froid, grosso modo, quoi. Donc, dans les gens qui parlent d'agrivoltaïsme et dans le vocabulaire, et quand on commence à regarder un peu ce qui se dit ou ce qui s'écrit sur ces questions d'agrivoltaïsme, en fait, on a les parcs PV avec un peu d'agriculture dedans, mais elle existe et on pourra en toucher deux mots juste après. On a les serres agricoles, Vincent vient d'en parler, qui sont effectivement conçus comme des serres d'abord, historiquement parlant, pour la partie serre PV, effectivement, c'était des serres, une production photovoltaïque et parfois au détriment effectivement de la production agricole, mais au jour d'aujourd'hui, on voit de plus en plus effectivement dans les développeurs, hein, des gens qui réfléchissent effectivement à permettre effectivement la production agricole sous les serres équipées de panneaux photovoltaïques. Et donc là aussi, on a eu d'une certaine manière une légère diminution de perte de production d'électricité au profit, on va dire, du maintien d'une production agricole. Et puis, on commence à voir des choses qui sont en train de se développer avec des cultures très variées, y compris des grandes, enfin, ce qu'on peut appeler les grandes cultures, c'est-à-dire les céréales ou des cultures de maraîchage ou autres, et puis qui peuvent être soit sous une forme d'ombrière, c'est-à-dire qu'on n'est pas, c'est pas un parking que l'on couvre, mais là c'est des plantes d'une certaine manière que l'on couvre, un peu à l'image des parkings que l'on voit un peu partout maintenant, jusqu'à des systèmes qui sont effectivement mobiles, et de plus en plus on voit dans ces questions de recherche, hein, des systèmes qui sont mobiles, c'est-à-dire que les panneaux sont conçus pour pouvoir être déplacés et favoriser donc par des pilotages et des automatismes de pilotage, favoriser effectivement la production agricole en protection contre les éléments climatiques défavorables, hein, par exemple éviter le refroidissement de la nuit. Donc on ferme entre guillemets les panneaux pour que les panneaux empêchent entre guillemets le rayonnement de la voûte céleste, refroidir entre guillemets des cultures et donc avoir un effet contre le gel, ou au contraire protéger par exemple de l'eau, de la grêle ou d'autres phénomènes de ce type-là pour prendre un autre système de PV mobile, mais on a aussi de l'optimisation avec la photosynthèse. Des éléments d'enjeu alors qui vont recroiser ce qu'on a évoqué, donc je ne vais pas très les détailler, mais juste pour mettre des choses en regard. Donc les serres photovoltaïques, effectivement, on estime qu'elles sont à peu près de l'ordre de 500 hectares. Ça bouge tous les ans. Il y a des projets qui sont en train de se monter, de se développer sur le terrain, etc. Donc il y a une dynamique assez forte entre guillemets en termes de pourcentage, hein, sur ces questions de développement de serres PV, mais on est quand même sur l'ordre de grandeur entre guillemets de une centaine d'hectares par an, quelque chose autour de ça, on va dire, sur ces 2-3 dernières années. Pour les parcs PV au sol, on en a déjà parlé, je ne vais pas y revenir. Ce qu'il faut voir, c'est que sur les systèmes agrivoltaïques, on va dire sophistiqués, en termes donc de pilotage, hein, de l'orientation des panneaux pour favoriser les cultures, on est effectivement, dans le cadre de l'appel d'offres de la CRE, sur quelques projets, et on est surtout sur des sites qui relèvent de la démonstration ou de l'expérimentation, tout dépend où se situe, on va dire, le développeur à ce niveau-là, et ses accompagnateurs. Mais on est sur des projets qui sont sur quelques mégawatts de puissance, quelques hectares, de l'ordre de 3 à 5, hein, c'est en général inférieur à soit 10 mégawatts, soit 10 hectares, la plupart du temps. Et au cumul, on va dire, on a quelques projets réalisés en France, mais qui sont de l'ordre de grandeur de quelques dizaines d'hectares. On a mis 20 à 30 hectares, je ne vais pas dénombrer exactement de manière précise, hein, cette surface-là, mais il n'y a pas énormément de projets qui aujourd'hui sont réalisés sur lesquels on peut voir réellement une installation agrivoltaïque qui pilote. Les principales difficultés pour avancer sur les enjeux économiques,
c'est quand même d'arriver à faire un compromis entre la rentabilité de l'agriculture et de la production agricole et la rentabilité d'une installation photovoltaïque qui a pour objectif de produire de l'électricité et dans la mesure du possible, et c'est ce qu'on a sur les parcs PV au sol jusqu'à présent, c'est l'optimisation de la production photovoltaïque, donc en augmentant la densité, on va dire, de panneaux et bien sûr les performances technologiques qui vont aussi avec. Dans les systèmes à coactivité, il faut effectivement que les deux volets et les deux parties s'y retrouvent, c'est-à-dire à la fois le volet agricole et à la fois le volet production photovoltaïque. Et donc, c'est un compromis et une discussion qu'il doit y avoir entre, d'une part, les développeurs et les acteurs du développement du photovoltaïque, entre les agriculteurs qui vont utiliser ces espaces et, in fine, aussi des gens qui vont faire l'interface et qui vont piloter de manière, si possible, indépendante. Et dans l'agrivoltaïsme, c'est ce qu'on voit, développer effectivement et optimiser la production agricole, donc au détriment de la production photovoltaïque. Donc, l'avenir de ces coactivités, donc, bien sûr, comme Isabelle l'a indiqué, mais je le reprends juste, la priorisation, c'est la priorisation des surfaces, des toitures, etc. Il faut voir que dans un certain nombre de projets agricoles, Isabelle a montré rapidement quelques images, mais on a eu l'occasion d'un certain nombre de projets agricoles qui visaient à remettre de l'agriculture, entre guillemets, dans des espaces où l'agriculture avait disparu, type sites abandonnés, etc. Mais on peut avoir aussi aujourd'hui des sites de friches agricoles sur lesquels plus rien ne pousse, on va dire, en termes d'agriculture, même pas du pâturage mouton, sur lequel on réimplante, entre guillemets, une activité agricole, ne serait-ce que, on va dire, par exemple, un pâturage de moutons. Et on a constaté, effectivement, par des mesures, des visites de sites, etc., que ça permet à des éleveurs de vivre en partie grâce à ce parc PV qu'ils peuvent utiliser donc en pâturage, en totalité ou en partie, suivant les systèmes d'élevage. Et puis, ce qui est en train de se faire petit à petit aussi, c'est la modification de la place qui est accordée à l'agriculture, donc dans les installations photovoltaïques de tout type. D'une part, en termes d'état d'esprit, il y a 5-10 ans, il y a eu beaucoup développer le PV, effectivement au détriment de la part agricole, voire de la part environnementale aussi, biodiversité et autres. Au jour d'aujourd'hui, on commence à s'apercevoir que les développeurs et le monde, entre guillemets, du développement du photovoltaïque commencent à changer d'état d'esprit et à prendre effectivement en compte le volet agricole de manière un peu plus conséquente que ce que ça n'a été fait jusqu'à présent, pas simplement pour l'image, mais aussi pour effectivement réaliser des activités agricoles et s'en servir d'argumentaire aussi de développement local, par exemple, etc., dans le cadre de l'activité agricole. Voilà. Et les projets agricoles, donc certainement, il y a des choses qui vont encore évoluer. Il faut voir qu'effectivement, tous les aspects de pilotage, organisation sophistiquée, en termes d'enjeux de surface, sont marginaux. Je dirais, on va être sur quelques hectares, des dizaines ou une centaine d'hectares dans les années à venir, mais on est sur de la recherche et du développement, quasiment de la démonstration, mais c'est compliqué et qu'il y a peu, a priori, d'enjeux de perte de surface agricole dans ces espaces-là, surtout qu'en fait, on va produire effectivement sur ces espaces de la production agricole. Alors, il est évident, et peut-être pour terminer sur cet aspect serre, je vais peut-être voir la dernière diapo, mais pour terminer sur l'aspect serre, effectivement, on sait qu'on ne fait pas les mêmes productions en fait sous panneaux photovoltaïques que sous serre ou sous plein champ, parce que les paramètres ne sont pas optimisés, qu'à un moment donné, il faut coproduire des deux côtés, entre guillemets, c'est-à-dire à la fois le volet agricole et à la fois le volet production d'électricité. Mais on s'est aperçu aussi, et il y a eu des recherches, par exemple à Montpellier là-dessus, à l'IRSTEA, à l'INRA, pour montrer qu'effectivement le cumul des productions est supérieur quand il y a une coactivité, le cumul des productions est supérieur que la séparation, on va dire, de chacune de ces productions. J'en terminerai sur ces propos. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Alors, on va passer aux questions. Il y en a déjà pas mal. Donc, n'hésitez pas à continuer sur l'espace conversé. Pas mal de questions, notamment d'abord de clarification sur... je vais reprendre à l'inverse, donc on va commencer sur l'agrivoltaïsme. Les chiffres des surfaces agrivoltaïques que tu as présenté, est-ce qu'on est sur de l'installer en 2019 ou plutôt du développement attendu par an? Ça, c'est une question plutôt pour Jean-Luc. Oui, on est sur les 20-30 hectares a priori de système agrivoltaïque. Oui. On est sur sur les hectares réalisés, on va dire, c'est-à-dire on peut constater aujourd'hui donc une installation qui combine photovoltaïque et donc production agricole. C'est l'ordre, je suis pas sûr du 20 à 30, mais c'est peut-être 50 hectares et on n'en a pas beaucoup plus en France métropolitaine, tout au moins là-dessus. Après, il y a quelques autres expériences dans les dom-toms aussi qui existent, quoi.
Voilà. Merci. Une autre question de clarification. Quelle peut être la production photovoltaïque à l'hectare, en plein champ et sur serre? Je peux répondre si tu veux. Oui, oui, vas-y. 1 pour 1. 1 mégawatt, 1 hectare. En Ok. photovoltaïque au sol. Sur serre, ce sera un peu moins parce que, enfin, on préconiserait très fortement que pour les serres, ça soit moins parce qu'il ne faut pas que l'ensemble de la surface disponible soit recouverte par du photovoltaïque, sinon on ne pourra pas faire pousser de plantes en dessous. Ok. Merci Vincent. Je continue avec toi Vincent dans ces cas-là. L'accord des préfets, est-ce que ça porte sur les zones A uniquement ou A plus N ou sur toutes les zones? L'accord des préfets, s'il s'agit d'une installation dont la principale fonction est de produire de l'électricité, porte sur toutes les zones. Du moment que c'est sur du sol, quel que soit le sol, c'est le préfet qui est instructeur principal. Très bien. Alors, une autre question qui est plutôt pour à la fois Solagro et Vincent. Quelles sont les activités agricoles compatibles avec la production d'électricité photovoltaïque sur un même terrain? Quelles sont les productions qui sont Quelles compatibles sont les activités agricoles compatibles avec la production d'électricité photovoltaïque? Alors, hors serre, les serres étant un autre débat, hors serre, hein, parce que sous les serres, on peut tout mettre, hein, a priori. Aujourd'hui, compatible, c'est difficile de répondre à cette question. Ce qui est connu aujourd'hui, il y a deux types d'activités qui sont intégrées, on va dire, de manière assez, dont on a montré, dont on a des retours d'expérience éprouvés là-dessus, qui sont l'élevage ovin et sans doute aussi bovin, hein, et l'apiculture. On a mis des plantes, des plantes mellifères dans les parcs. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles c'est relativement éprouvé. On a eu aussi des expériences qui ont été menées par Accio à La Réunion d'agriculture entre les lignes en fait de panneaux au sol, où en climat, on va dire subtropical, on a pu trouver des plantes qui étaient adaptées. Donc il y avait besoin d'ombrage, voilà, où on a beaucoup d'eau. Mais je pense que globalement, il y a encore beaucoup de choses à connaître de ce point de vue-là, et sans doute que Jean-Luc aura d'autres choses à compléter de ma réponse. Oui, en complément, effectivement, dans les parcs PV classiques, on va dire, on retrouve effectivement d'une part le pâturage au vin et d'autre part l'apiculture, que ce soit sur une ancienne terre ou une nouvelle terre, on va dire, peu importe, mais c'est des activités, y compris qui peuvent être restaurées dans le cadre de friches ou d'espaces tout au moins non artificiels, hein, friches et autres, terres abandonnées par l'activité agricole sur lesquelles on peut remettre effectivement ce type d'activité. Dans les logiques serres, enfin donc pour répondre à la question un peu des serres, effectivement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les productions ne sont pas exactement les mêmes, effectivement, mais tout dépend quand on parle de serre, de quelle serre on parle. Il y a de tout, effectivement, dans la production sous serre aussi, en serre agricole classique, hein, tout à fait. Ça va du simple tunnel maraîcher, on va dire, avec des productions au sol, etc., jusqu'à de la serre hors sol, de production principalement en France de tomates, voire de concombres, ou ce qui sont effectivement qui assurent une grosse partie de la production de tomates françaises aujourd'hui, principalement sous serre fermée, contrôlée. Et effectivement, dans tout ce panel de serres, les serres photovoltaïques ne permettent pas effectivement d'une part de faire autant que de production de tomates sous serre, c'est-à-dire qu'on a une perte là aussi de productivité, et c'est logique. Si on capte une partie de la lumière par les panneaux photovoltaïques et qu'on crée de l'ombrage, on perd une partie effectivement de la lumière pour les plantes qui sont dessous, et donc on ne peut pas faire effectivement les mêmes rendements en production de tomates sous serre que sur des serres dédiées à ça. Et donc on aura des diminutions de rendement, on aura certainement des calendriers de production aussi qui vont changer, parce que il y aura un effet tout simplement de la serre et de ces ombrages plus ou moins forts entre guillemets sur les calendriers de production. Et puis on s'aperçoit surtout que ceux qui utilisent des serres, certes il y a un apprentissage de la serre photovoltaïque à avoir en tant qu'agriculteur et utilisateur de cette serre, et aussi une modification assez classique des types de production. Et on peut trouver au jour d'aujourd'hui, il existe des serres effectivement avec des arbres
des arbres, de la production arboricole, au moins, type kiwi et autres, qui se fait aussi sous serre, en métropole, hein, toujours. Effectivement, dans les installations existantes, on a aussi des projets à côté de Nîmes, où Akuo a mis des abricotiers sous ombrière. Alors, est-ce que c'est des serres ou des installations au sol? C'est un peu entre les deux, mais ça existe aussi. Il y a des choses qui sont en train de se développer dans les autres cultures qui sont en train d'être testées. Là, je parle plus effectivement d'expérimentation. On sait que ça existe. Il y a des installations avec de la vigne, hein, sous des installations photovoltaïques, dans les Pyrénées-Orientales, par exemple. Il y a aussi des installations qui sont en train de se faire donc, sur des cultures. Mais là, on est plus sur de la recherche, enfin, culture de type culture annuelle, hein, céréalière. En particulier, les Allemands ont fait un gros programme de recherche, c'est le Fraunhofer en Allemagne qui a fait un gros programme de recherche sur l'utilisation de céréales sous panneaux photovoltaïques. Et d'autres sont en train de se mettre en place petit à petit et d'être expérimentés. Il y a beaucoup de projets aussi portés par des collectivités qui essayent de voir comment justement combiner, et est-ce que c'est possible hein, de combiner à grande échelle d'une certaine manière, c'est-à-dire sur leur territoire, cette double production céréalière d'un côté et photovoltaïque de l'autre, et donc d'essayer d'inciter et de faire évoluer un peu ça. Ce qui est sûr, c'est que dès qu'on parle de coactivité, et il faut avoir bien conscience de ça, hein, c'est qu'on va autant 1 mégawatt hein, par hectare, c'est effectivement ce qu'on trouve aujourd'hui dans les nouveaux parcs PV quasiment, parce qu'on optimise la production photovoltaïque. Autant dès qu'on va aller vers de la production agricole, on va diminuer entre guillemets ce ratio hein, et donc désintensifier d'une certaine manière la production d'électricité photovoltaïque pour favoriser au contraire la production donc agricole sous ces panneaux, quel que soit le système et quelle que soit la technologie. Merci. 2 questions plutôt économiques. Quelle est l'influence des projets PV sur des terres agricoles sur le prix des terres agricoles concernées environnantes? Sur le prix du foncier agricole? Oui. Je ne sais, à ma connaissance, il n'y a pas d'études, etc., qui ont été menées là-dessus, et donc moi, j'ai pas de retour, tout au moins d'expérience là-dessus. Ce qui est, Vincent? Pour les terres, en fait, non agricoles d'un point de vue réglementaire, la terre n'est pas achetée, elle est louée à l'agriculteur, dans la plupart des cas. Et là, pour le coup, on a des prix de location qui sont bien plus élevés que les rendements agricoles, en tout cas ce que j'ai pu observer dans les Alpes de Provence. Et enfin voilà, on se retrouve avec des agriculteurs qui vont toucher une rente de la location de leurs terres pour des projets photovoltaïques qui vont être sans commune mesure avec le prix qu'ils auraient pu en attendre s'ils avaient fait des céréales ou autre. Donc, ça donne une réponse, mais de côté en fait, par rapport à cette question-là. Ce qui permet peut-être juste en complément aussi à certaines exploitations agricoles d'utiliser cette opportunité éventuellement hein, de location de terre ou de mise à disposition de foncier pour des installations photovoltaïques pour aussi faire autre chose, entre guillemets, modifier leur système de production agricole. On n'est jamais dans les exploitations agricoles sur tout ou rien, hein, c'est souvent les parcs PV, c'est en général une petite partie de l'activité agricole globale de l'exploitation. Ok, très bien, merci. Une autre question concernant le nouveau partenariat entre Maïf et Akuo Énergie, puisque le fonds Maïf s'est doté de 50 millions d'euros pour pouvoir investir dans le PV au sol, en tout cas pour la première tranche. Est-ce que vous en savez plus sur ce partenariat? Et puis, est-ce qu'il y a eu des premières réalisations? De mon côté, enfin, je suis pas assez, j'ai connaissance de loin, mais je suis pas assez expert pour donner une réponse. Moi, pareil, j'ai juste entendu parler, mais j'ai pas plus de précision sur ce que ça peut être et comment ça peut être utilisé et mobilisé. Un prochain webinaire, vu le nombre de questions, à mon avis, là, on est parti pour en faire un autre. Ah oui, ça c'est certain. Donc je continue. Est-ce que le PV au sol est compatible avec le scénario after? Et une question en plus, quel impact de l'agrivoltaïsme sur la biodiversité et les paysages? Moi, ce que je peux vous dire, pardon, c'est Je vais répondre sur After rapidement pour dire que After 2050 et le scénario négawatt, à la fois le premier et le deuxième sont compatibles, jumeaux, intégrés, etc., etc.
Donc, le scénario AFTER, dans son évolution des surfaces, dans son évolution des productions agricoles, qui change aussi quand même, hein, puisqu'on modifie l'assiette et donc on modifie aussi on va dire la panoplie des terres, mais en tout cas c'est compatible et il y a assez d'espace pour développer du solaire en toiture et du solaire au sol. Et donc je vous ai glissé, mais je ne l'ai pas commenté faute de temps, la petite courbe d'évolution du solaire photovoltaïque selon le scénario négawatt. Et cette petite courbe d'évolution qui est proposée sur le PowerPoint est pleinement compatible avec le scénario After 2050. Et vous allez voir que le scénario négawatt développe très peu, enfin, il double et il triple pas. Il double plutôt qu'il ne triple les surfaces de centrales solaires au sol. Mais quand même, dans le sol, il y a les ombrières, il y a les parkings, il y a tout ça. Hein. Il y a des moments où il faut un petit peu apaiser un petit peu tout ça quand on regarde les courbes. Voilà, mais en tout cas, c'est pleinement compatible. Ok. D'autres questions si on continue sur la partie terre agricole. Quels sont les risques encourus pour les fermiers? Exigences, donc vidéosurveillance, clôture sécurisée, dispositif incendie? Pour moi, c'est plus des opportunités pour les agriculteurs, utilisateurs tout au moins de ces espaces-là. C'est-à-dire, nous, ce qu'on a constaté tout au moins sur des suivis de parcs PV avec pâturage d'élevage, enfin élevage ovin et donc pâturage, c'est qu'au contraire, il y avait une recherche d'une certaine sécurité qui était permise par le parc PV pour l'éleveur, parce que il a un parc, il est fermé, donc ses moutons sont à l'abri d'une certaine manière. Ils peuvent être cantonnés aussi, hein, donc au sens géographique du terme, et sont pas donc dans un parcours libre de tout azimut. Et donc quelque part, ça simplifie pour certains aussi la question de la gestion du berger, par exemple, simplement. C'est-à-dire que pendant que les moutons sont dans cette enceinte fermée du parc PV, le berger peut être libéré et il doit prendre ses congés aussi, par exemple, basiquement. Donc ça permet parfois de donner de la souplesse dans la gestion des ressources humaines. Et et souvent, les développeurs PV ont mis en place des outils pour favoriser justement la présence de l'éleveur sur le terrain. Par le passé et au début, entre guillemets, certes, beaucoup de choses n'ont pas été faites et n'ont pas été optimisées de ce point de vue-là, mais au jour d'aujourd'hui, c'est assez courant que quelque part le développeur qui conçoit son nouveau parc et va faire un nouveau parc PV, optimise d'une certaine manière et facilite, entre guillemets, l'élevage qu'il y aura dessous, si c'est de l'élevage ou d'autres productions, hein, suivant le type de production recherchée. Très bien. Si je peux me permettre de compléter et nuancer, hein, je suis désolé Jean-Luc, hein, le propos, c'est une opportunité pour des agriculteurs et sans doute pas n'importe lesquels. On sait bien qu'aujourd'hui, les agriculteurs, il y a une grande diversité entre des grands propriétaires terriens pour lesquels justement, oui, ça peut être une opportunité. On a beaucoup de terres à disposition, on peut diversifier éventuellement son activité pour faire que l'entreprise agricole trouve d'autres sources de financement, notamment quand il y a des gens qui sont qui ont des grands emprunts, etc. Donc on va chercher d'autres sources de financement dont les parcs photovoltaïques au sol peuvent être une source d'intérêt non négligeable. Et puis à côté, pour l'agriculture, en général, ça peut être aussi un risque, hein, ces parcs photovoltaïques. Il ne faut pas le négliger, je pense quand même, c'est pas le discours qu'on souhaite tenir, je pense, du côté d'énergie partagée, de dire, voilà, il y a un risque que des terres soient colonisées par ces parcs qui vont rester 20 ans au minimum 20 ans sur ces terres-là, qu'aujourd'hui, il y a des agriculteurs, notamment des jeunes agriculteurs qui n'ont pas de foncier agricole, qui recherchent et qui pourraient en perdre si d'aventure des parcs venaient s'y installer. Ok, effectivement, hein, il y a pas mal de questions là sur la compatibilité avec des exploitations agricoles. Il y en avait une aussi de terre de liens, compte tenu de la surface moyenne nécessaire sur un tel projet. Comment notamment les fermes terre de liens pourraient les accueillir? Est-ce que c'est vraiment réaliste ou pas? Est-ce que vous avez un avis sur cette question-là?
Sur la compatibilité, moi je pense que, enfin, tout dépend effectivement de ce qu'on a. Et Vincent précisait les questions j'adhère à ce que tu disais, Vincent, sur les questions et les risques de ce point de vue-là. En fait, ça veut dire en fait qui porte le dossier et qui est associé dans la construction du projet. Ça repose, y compris pour les fermes Terre de Liens, ça repose cette question-là. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a un parc, et pourquoi pas, je dirais, ça peut être aussi un plus dans certaines situations hein, d'avoir ce parc. Ça peut être aussi, mais tout dépend comment le projet va être organisé, y compris dans la durée. Certes, effectivement, les installations sont faites pour 20 ans, mais ou plus, hein, parce que la durée de vie, j'ai vu qu'il y avait des questions sur la durée de vie, on peut considérer que c'est à minima 20 ans, et ça souvent plutôt 25 à 30 ans, voire un peu plus encore, mais c'est au moins l'ordre de grandeur entre 20 et 30 ans, la durée de vie technique, tout au moins, d'un parc PV, des installations photovoltaïques en général. Et la question, c'est comment justement on fidélise sur cette durée-là, entre guillemets, la production à la fois agricole et la production photovoltaïque. La production photovoltaïque, elle suivra son chemin, on va dire, assez sereinement, je pense. Mais la production agricole, elle peut être soumise à plein d'aléas étant aussi des agriculteurs, des éleveurs ou autres hein, qui ont leur propre vie, on va dire, et aussi leur retraite et autres phénomènes de ce type-là. Donc c'est comment tous ces éléments-là peuvent aussi se transmettre dans le temps, c'est-à-dire, et peut-être que la structure, on va dire, Terre de Liens peut permettre à la fois d'assurer quelque part une prise en compte et une complémentarité entre justement les deux, mais on ne va pas installer quelqu'un a priori que sur un parc PV. On va installer quelqu'un sur une partie pour un parc PV et sur autre chose à côté. Ça va être cette mixité qui va être intéressante pour le développeur, mais pour les agriculteurs et pour le territoire en fin de compte. Est-ce que je peux compléter un tout petit peu? Vas-y, une Vincent. seconde. Un des problèmes aussi, c'est que les agriculteurs ne sont pas propriétaires de leur installation, ou très peu. À part ce qui s'est passé pour les CUMA en région Midi-Pyrénées, on a très peu eu de processus d'appropriation des installations par la filière agricole. Alors que sans doute, ce qui pourrait être intéressant par rapport à cette question d'avoir des compléments de revenus pour les agriculteurs, qui est sans doute un des nœuds aujourd'hui, l'agriculture aujourd'hui, être propriétaire des installations, c'est sûrement une des solutions intéressantes, mais on peut être propriétaire simplement sur des installations qui sont en toiture, déjà ça serait pas mal. Pourquoi pas au sol, mais déjà en toiture, et on pourrait trouver des systèmes justement à inventer sur comment faire que les agriculteurs soient propriétaires et non pas qu'ils laissent ça au marché, dont je vous rappelle aujourd'hui que 80% des plus-values de ce type d'installation partent du territoire et échappent en fait aux agriculteurs, dont ils n'ont que la location. Ouais, merci Vincent. Une dernière question et puis on va terminer là parce que normalement on devait terminer à 13h, mais qui va pouvoir aussi clôturer les échanges qui sont vraiment pas terminés, on le sait très bien. Est-ce qu'il existe un guide ou d'autres recommandations pour nous aider à choisir le type d'installation en fonction du type de sol, d'activité agricole, à la fois du point de vue agricole mais aussi économique? Moi, j'ai pas de guide en tant que tel, à ma connaissance, existant pour cette question, en particulier de la partie agricole. Je sais qu'il y a le travail, il y a l'étude ADEME qui est en cours sur cette question de la définition de l'agrivoltaïsme, donc qui va se terminer, si j'ai bonne mémoire, à peu près dans un an, donc en début 2021, qui permettra d'une part, certes au-delà de la définition, d'avoir aussi du retour d'expérience sur un certain nombre de projets, mais puis d'assurer effectivement un certain nombre de retours d'enquêtes sur site, etc., pour voir quelle était la place de l'agriculture dans les parcs PV, grosso modo, qui seront étudiés. Donc, après, c'est surtout du travail local et surtout, moi, je pense, et je rebondis un peu sur ce que disait Vincent, sur le fait d'en faire un projet local. Un projet local, c'est pas un projet d'un développeur qui parachute, entre guillemets, son projet. C'est un projet, on arrive, à mon avis, à mettre autour de la table pour certains développeurs qui va réaliser, mais des investisseurs locaux, des collectivités territoriales et des agriculteurs qui vont se mobiliser et s'intéresser, entre guillemets, à l'utilisation agricole des parcelles concernées. Et je pense que là, on pourrait avoir quelque chose d'assez positif. Je peux compléter, Justine? Vas-y. Alors, l'ADEME a déjà fait une fiche, en fait, sur le PV. C'est une vieille fiche aujourd'hui qui aurait besoin d'être réactualisée. Si vous voulez, je peux la retrouver. Je pense qu'elle n'est plus d'actualité, mais l'ADEME avait fait une fiche par rapport à ça. Deuxièmement, en fait, on a des doctrines aujourd'hui, départementales et régionales, des doctrines qui sont faites pour les instructeurs, donc pour l'État, qui aujourd'hui guident l'instruction. Alors, c'est pas forcément pour nous des guides
en tant que tel, mais ça donne déjà il y a des documents existants et sur lesquels aujourd'hui les porteurs de projets doivent s'appuyer pour réaliser un projet. Nous, on a une doctrine qui a été faite par la DREAL sur l'ensemble de la région France-Côte d'Azur. Normalement, cette doctrine-là va être utilisée comme modèle au niveau national. Aujourd'hui, a priori, le ministère va s'en emparer pour la transposer au niveau national. C'est une doctrine plutôt dure, qui est très encadrante sur les parcs photovoltaïques au sol. Mais je pense que pour nous, par rapport à nos mouvements, ça pose la question de peut-être aujourd'hui, demain, essayer de fabriquer ce type de document pour nos porteurs de projets. Merci Vincent. Merci à vous trois pour vos éclairages. On est sur un sujet où vous avez bien vu qu'on n'a pas du tout épuisé toutes vos questions. On va essayer de reprendre les questions qui n'ont pas eu de réponse pour pouvoir vous donner des éléments de réponse au moins individuellement. Ce premier webinaire, pour nous, c'était important de vous présenter l'état des lieux, la situation sur ce lien entre terres agricoles et PV au sol. Chez Énergie Partagée et Enercop et Terre de Liens partagent cela aussi, c'est que évidemment, on privilégie et on va privilégier de l'installation de PV au sol sur des terres non arables, des friches, etc. Et il importe qu'il y ait un portage local avec les paysans, mais aussi avec les citoyens et les collectivités territoriales. Donc là, on n'a pas traité de ce sujet-là d'ancrage en fait local et de portage local, mais on voit bien que c'est l'une des solutions pour pouvoir éviter d'utiliser des terres agricoles dans le cadre de l'activité de production d'électricité aussi. Voilà, donc c'est la premier webinaire d'une série qui permet d'éclairer sur des sujets de lien entre agriculture et production d'énergie. On va continuer le 4 février avec la méthanisation, avant et après un projet de méthanisation, quel impact sur un projet agricole. Et la prochaine date aussi, c'est le 12 mars sur l'éolien et le développement de l'éolien et le respect de la biodiversité avec Solagro et avec Negawatt. Voilà, donc pour les adhérents d'énergie partagée, on va continuer aussi les échanges puisqu'un atelier sur le PV au sol est prévu cette année, animé par Vincent. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et je vous souhaite un bon appétit. À très bientôt.